Bonjour à tous. Donc, comme vient de vous l'expliquer Philippe, je vais vous faire une présentation de OSINT. Est-ce que déjà, vous en avez déjà entendu parler ou ça vous évoque quelque chose ou pas du tout? Non? Bon. Donc, en fait, ma présentation va se dérouler en plusieurs temps. Tout d'abord, je vais me présenter. Ensuite, je vais expliquer un peu les concepts de ce qu'on appelle l'OSINT. J'ai appelé Petite Unité de renseignement à l'usage des données de genre. En gros, ça veut dire OSINT, ça veut dire Open Source Intelligente, donc la recherche de données sur source ouverte. Donc, je détaillerai ce qu'est une source ouverte, comment on fait pour récupérer ces informations, quel est le cadre de est-ce que c'est légal, pas légal, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Moi, l'approche que j'en ai, sur laquelle je suis allé, qui a fini par le développement d'un framework qui est open source et disponible sur Internet. Et l'idée, c'est de montrer comment on peut, à partir de l'OSINT, qu'on soit à la fois attaquant ou défenseur, comment s'en servir et dans quelle mesure ça va nous aider dans les deux camps. Donc une rapide présentation. Donc, je suis chercheur en sécurité informatique chez Atheos, qui est une SS2I. Je suis spécialiste en ce qu'on va appeler la réponse à incident. En gros, c'est dès qu'une société est compromise par une attaque, et en ce moment, c'est un peu comme Anonymous, elles sont un peu légion. On fait appel à mes services, et donc je suis spécialiste en ce qu'on va appeler forensique et corrélation de log. La corrélation de log, en gros, on a plein de sources de données de logs différents, et on essaye de comprendre et de se prémunir de manière proactive des différentes attaques qu'on peut avoir, que ce soit sur notre réseau, sur notre API web ou sur notre poste de travail. Plus particulièrement, moi j'aime tout ce qui est recherche sur les botnets, donc les machines qui sont compromises par milliers et contrôlées par différents groupes. Ça peut être des gouvernements, ça peut être des criminels. Enfin, voilà. L'idée, c'est de remonter le bonnet hunting. En gros, à partir d'un exe qui est un malware, on essaie de remonter sur le serveur qui est le canal de contrôle et on essaie d'en prendre possession. Et de comprendre comment le botnet communique, comment il travaille et quelles sont les interactions derrière, à la fois financières et techniques du botnet. Donc l'OSINT, qui est, comme j'expliquais, la recherche sur source ouverte, et je suis développeur Python. Donc, langage qui est très utilisé dans le monde de la sécurité, mais pas que. Donc là, ça va être le quart d'heure pub. Je suis organisateur d'une conf qu'on a appelée BotConf, en fait, qui est à l'initiative de Eric Fressinet, qui est qui est responsable en fait de la cellule de la gendarmerie nationale sur la lutte cybercriminelle. Donc l'idée, c'est on a monté une conf internationale qui se tiendra à Nantes le 5 et 6 décembre 2013, où on réunit les plus grands chercheurs ou hackers sur le sujet donc des botnets. Quelles sont les organisations qui sont derrière, quels sont les malwares qui sont développés, comment ils sont développés, quelles sont les techniques pour contourner les différents mécanismes de sécurité. Donc on attend 250 personnes sur le sujet. Le CFP vient de paraître, donc si vous voulez soumettre un papier sur le sujet, quel que soit le sujet, ça peut être aussi bien en tant que défenseur ou en tant qu'attaquant. La seule contrainte, c'est que ça doit parler de botnet. Et donc sur Internet, vous pouvez me trouver sous différentes entre guillemets formes. Sur Twitter au pseudo Subdraven, j'ai monté un blog qui parle exclusivement d'OSINT, qui est ouvert à tout le monde. Si les gens veulent participer sur le sujet, vous êtes les bienvenus. Il y a même un channel IRC sur Freenode sur le sujet.
Et donc tous les frameworks que je développe sont disponibles sur mon GitHub et téléchargeables, forkables et si vous avez des bonnes idées, n'hésitez pas à contribuer. Donc, on va plus rentrer dans le vif du sujet, donc, qui est l'OSINT. Au tout début, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec l'informatique ou la sécurité informatique. C'est une méthodologie de recherche et d'investigation qui a été mise au point par les services de renseignement américains suite à ce qui s'était passé en 2001 après les attentats du World Trade Center. C'est qu'en gros, ils faisaient face à une menace qu'ils ne connaissaient absolument pas. Ils étaient très peu intégrés leurs services de renseignement étaient très peu intégrés dans les groupes djihadistes et terroristes auxquels ils faisaient face. Et donc ils ont eu un problème, c'était arriver à savoir, à connaître l'étendue de la menace et l'étendue du problème auquel ils avaient en face d'eux le plus rapidement possible, sans forcément infiltrer les différents réseaux terroristes, mais en essayant quand même d'avoir un contour de ce que pouvait être l'ennemi en face. Donc, ils ont mis en place cette méthodologie qu'on continue à appeler OSINT, donc qui est Open Source Intelligence, qui est la récupération d'informations sur source ouverte. Qu'est-ce qu'on entend par source ouverte? C'est tout ce qui va être produit par l'être humain. L'écrit, la radio, les médias, les journaux, vos photos que vous pouvez publier, enfin tout ce qui va être disponible, et surtout de manière purement légale. C'est-à-dire qu'à aucun moment on va brute forcer un système d'information, on va essayer de pénétrer un système d'information pour récupérer des infos. L'idée, elle est absolument pas là, c'est juste d'aller chercher l'info où elle est, de manière un peu intelligente, en se servant des fonctionnalités avancées des différents outils qu'on peut avoir. Et donc ils ont fait ça pour justement arriver à décrire un peu la menace auquel ils avaient affaire suite aux attentats du 11 septembre. Et donc c'est quelque chose qu'on a très rapidement relié au social engineering en fait, en sécurité informatique. Et comme je vous expliquerai par la suite, il y a des outils comme Maltego, de la société Paterva, qui sont sortis, Casfile, des Français aussi qui s'y sont mis. Et pourquoi c'est intéressant cette approche d'OSINT en sécurité informatique, c'est que ça a très peu d'interaction avec le SI en fait. Donc quand vous faites une reconnaissance sur un SI, vous êtes Internet, vous allez savoir un peu qui c'est que vous avez en face de vous. Les gros bourrins sortent Nmap et vont scanner les serveurs et ce qui va avec. Là, l'idée, c'est absolument pas ça. Ça va être d'utiliser des ressources qui sont absolument pas dans le système d'information, mais qui vont donner des infos sur ce système d'information-là. Donc, souvent, Google est le premier en tête de liste, mais pas que. Il n'y a pas que Google qui fait ça. Donc, l'idée, ça va être, sur ces sources ouvertes, d'aller récupérer donc, des informations techniques et informationnelles pour pouvoir cartographier soit une cible technique, soit une cible humaine quand on va récupérer cette information. Et donc l'idée c'est à la fois de déterminer son exposition, sa vulnérabilité, mais aussi de comprendre en tant que défenseur l'attaquant qu'on va avoir en face de nous. Et ça a un intérêt, c'est que c'est très furtif en fait, puisqu'on essaie d'interagir le moins possible avec le système d'information. Ou alors quand on va interagir avec le système d'information, on va interagir de la même manière qu'un utilisateur lambda qui se promènera sur le système d'information d'une société X ou Y, ou d'une institution, ou d'un groupe quel qu'il soit. Et donc, au tout début, c'est des techniques qui étaient utilisées beaucoup par les attaquants pour faire de la reconnaissance, mais en fait on se rend compte qu'on peut à la fois s'en servir en tant qu'attaquant, ça c'est le premier postulat,
Mais on peut aussi s'en servir comme défenseur, c'est-à-dire que si on veut connaître un peu, par exemple, je suis une société A et je veux savoir quel est mon taux d'exposition sur Internet, je vais utiliser exactement les mêmes techniques que l'attaquant va utiliser sur OSINT pour avoir le même niveau d'information que lui. Et l'avantage, c'est que c'est des choses qui sont automatisables, et donc on peut, de manière proactive, en fait, sans scanner des plages pas possibles sur Internet, d'avoir un niveau d'exposition à la vulnérabilité et en gros comment on va se faire prôner si on ne réagit pas rapidement, exactement de la même manière que pourrait avoir un attaquant. Parce que typiquement, si on reprend l'attaque qu'il y a eu pour Sony il y a 2 ou 3 ans, en gros c'était un serveur Apache qui n'était pas configuré depuis des années, et ils auraient pu très bien, enfin, s'ils avaient mis en place ce genre de mécanisme, il n'y aurait pas eu de souci. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un attaquant a du temps, un défenseur n'en a pas forcément. Donc vous essayez de réutiliser un peu les mêmes techniques que l'attaquant va avoir pour avoir le même niveau en fait, d'information que... Enfin, le défenseur a le même niveau d'information que l'attaquant. Et puis en grattant un peu, on s'est rendu compte que ça pouvait servir aussi en forensique. C'est-à-dire que quand on est en train de regarder une machine qui s'est fait compromettre, on va avoir plein de noms, plein d'IP, des noms un peu bizarres. Et de la même manière, pourquoi pas aller chercher sur les moteurs de recherche, sur les réseaux sociaux, ce genre des infos qu'on a trouvées, pour pouvoir les croiser avec des infos techniques au moment où on est en train d'investiguer sur la machine. Et typiquement, je vais parler d'un cas qu'on a levé il n'y a pas longtemps avec un de mes collègues. On s'est retrouvé avec un malware qui ciblait une banque française. Et en fait, en regardant simplement sans les verser ni rien, juste en regardant les caractères qui étaient lisibles dans le malware, il y avait un pass complet dans le malware avec le nom du hacker. Et en fait, à partir du nom du hacker, on est remonté jusqu'à où il habite et qui il est, quel profil Facebook il a, et ainsi de suite. Donc là aujourd'hui, ça va être enfin voilà, les autorités compétentes ont pris le relais, mais voilà, pour dire qu'à partir juste d'une toute petite information, si on la croise et qu'on la contextualise avec ce que je vais appeler et ce que je vais définir des sources ouvertes, on arrive à aller jusqu'à l'utilisateur final. Surtout que, souvent, il y a des attaquants qui sont un peu plus malins, mais stripper par exemple des chaînes de caractères une fois qu'on a fait son malware, il n'y en a pas beaucoup qui y pensent. Et donc, comme les 3/4 des malwares aujourd'hui sont développés beaucoup de malwares sont développés en VB, donc ils utilisent Microsoft Visual Studio. Et Microsoft Visual Studio rajoute des informations à la compilation. Et en fait, c'est ces informations-là qui sont utilisables en fait, dans l'exécutable qu'on va pouvoir croiser avec des sources ouvertes. Donc, qu'est-ce que j'entends par source ouverte? Donc, les différents moteurs de recherche que vous connaissez, qui sont Google, Bing, Yahoo, Shodan, qui est un peu moins connu, qui est un moteur en fait alors eux, ils font plus que récupérer les services web. En gros, ils scannent la planète et pour des IP ou des noms de sociétés et ainsi de suite, ils donnent les différents services qui seront ouverts. Donc c'est comme ça qu'on se rend compte en utilisant Shodan qu'il y a des systèmes SCADA entiers qui sont sur Internet. C'est assez marrant. Notamment aussi, ils sont capables de donner s'il y a un exploit public qui tombe sur une IP donnée. Donc vous n'avez pas besoin, ça vous évite de le faire, quoi. Donc vous utilisez directement Shodan et il vous donne cette information-là. Sur les réseaux sociaux aussi, il y a pas mal d'infos qui traînent, notamment les gens aiment bien prendre des photos en oubliant d'enlever tout ce qui est géolocalisation. Par défaut, en plus, sur les téléphones portables, il y a la géologue sur les clients Twitter qui sont intégrés. Donc il y a des logiciels comme Creepy en fait, où vous connectez sur Twitter avec un compte X ou Y, vous faites une recherche et il va
Sur la recherche, il va vous remonter en fait toutes les données de géolocalisation d'une personne. Et il va vous expliquer où elle est passée, à quel endroit et tout. Et comme ça, vous avez une timeline complète en fait, de là où il s'est promené. LinkedIn et Viadeo, évidemment, énormément d'informations au niveau professionnel. Typiquement, c'est la société, je ne sais plus son nom, ils font des confs. Le mec, il avait fait une conf à la HES en fait, où il montrait qu'il arrivait à récupérer comment on appelle ça, le mail perso du PDG de Visa, la boîte de carte bancaire. Donc voilà, on peut faire des trucs assez sympas et tout est public en fait. Les gens souvent ne protègent pas comme ils veulent se montrer, ils ne vont pas protéger leurs données et en fait l'idée c'est en tant qu'attaquant ou défenseur. Alors un attaquant, on voit vite l'idée, ce que j'assemble derrière, c'est qu'on va récupérer un mail, on va forger un mail qui est piégé pour pouvoir router la mécanique bien en face. L'attaquant, le défenseur, lui, ce qu'il va regarder, c'est typiquement, je suis une société A, je regarde tous les mails qui sont disponibles sur Internet et je vais les mettre en surveillance. Et typiquement, si je vois une montée de spam ou de code malveillant sur un de ces adresses mail, c'est qu'il y a de grandes chances que je suis en train de me faire attaquer. Donc le mécanisme marche dans un sens, en fait, comme dans l'autre, qu'on soit attaquant ou défenseur. Facebook, surtout grâce dernièrement je ne sais pas si vous avez regardé un peu, ils ont mis en ligne le Graph Search. C'est pareil, c'est assez sympa ça. Parce que là, ils vont faciliter la vie de tout le monde, c'est-à-dire que vous n'avez plus qu'à utiliser leur outil et vous avez directement les informations publiques des gens. Vous n'avez même pas besoin de passer de profil en profil comme c'était le cas, ou d'utiliser des docs sur Google pour récupérer des données particulières. Là, vous utilisez directement Graph Search et ça vous donne directement les infos sur une personne ou sur une entité donnée. L'intérêt, c'est ce que j'expliquais au tout début, c'est en fait il y a deux aspects en fait dans l'OSINT, c'est qu'il va y avoir la partie humaine qui va être importante quand on veut cibler une attaque, et il va y avoir aussi la partie technique pour connaître le milieu dans lequel on va attaquer ou qu'on va défendre, pour pouvoir interagir de la manière la plus intelligente possible avec ce milieu. Autre source de données qui est assez intéressante, c'est donc tout ce qui va être Louise. L'intérêt de ça, c'est, je vous ferai une petite démo tout à l'heure. C'est typiquement, je veux savoir comment une institution une institution style la Commission européenne par exemple, ou les sites du gouvernement français en .gouv.fr, comment ils se répartissent par IP, par nom de réseau et autres joyeusetés. Ça c'est grâce au WIS en fait que vous allez avoir l'information. Autre chose qui est assez intéressante, c'est tout ce qui va être lié au DNS. Donc les registres FARP notamment, parce qu'il y a des infos qui peuvent être intéressantes. Tout ce qui va être lié au transfert de zone. Alors le transfert de zone, c'est normalement un bon DNS correctement configuré ne devrait pas accepter les requêtes de transfert de zone au niveau public. C'est-à-dire que, en gros, quand vous interagissez avec le DNS public, il ne devrait pas faire qu'on va appeler une requête récursive sur les DNS internes et vous donner les machines qu'il y a derrière. Or, et tous les sous-domaines qui sont associés à ce domaine-là. Or, il existe encore pas mal de DNS qui acceptent en fait les transferts de données. Mais typiquement, si vous êtes sur la partie privée de la société, c'est pas gênant de faire du transfert de zone sur vos DNS. Ce qui est plus gênant, c'est l'inverse, parce que quand vous êtes sur le côté public, à partir d'un point d'entrée, vous avez la cartographie de ce qui se passe derrière, c'est un peu plus gênant. Et donc, quand on a commencé à coder ce module et qu'on l'a testé j'en parle parce que ça a été corrigé depuis et on a fait c'était corrigé. On avait fait une alerte au CERTA. Il y avait 34 universités françaises qui étaient vulnérables au transfert de zone. Et donc il y avait un moment, c'était assez rigolo, il y avait PC Robert et le nom
En gros, on avait le nom de la bécane, mais qui était reconnaissable sur le LAN privé, en fait, qui, elle, pouvait être résolue sur le LAN privé, mais on avait les infos de l'extérieur, avec tout le plan d'adressage, évidemment, de la partie privée. Donc ça peut être intéressant. Il y a l'énumération DNS, alors avec un bémol. Comme souvent en sécurité, il y a aussi un débat sur, entre plus ou moins d'ouverture et tout ça. Par exemple, RIP est cité, RIP.net est accessible en transfert de zone. Et il a toujours été, ils sont au courant, et ils savent. Et oui, voilà, c'est ça. Là, pour le coup, pour l'exemple que je donnais, les universités n'étaient pas au courant que les DNS étaient suite à l'alerte qu'on a donnée au CERTA, ils n'étaient pas au courant que c'était ouvert. Mais effectivement, après, il peut y avoir ce besoin ou cette envie de laisser ouvert Le problème du transfert de zone, c'est plus des attaques qui ont été après documentées par des gens comme Kalinski qui explique justement comment après on peut se faire passer pour un DNS comment rogue et donner des fausses informations. Mais les gens, je pense que le RIP, ils n'ont pas de souci à ce niveau-là. L'énumération DNS, alors je le laisse dans la presse, mais je pense que je vais le virer parce qu'il y a eu un troll sur la liste l'AML de l'OSIR. Est-ce que énumérer de manière... Alors, l'énumération DNS, ça consiste en quoi? C'est en gros, vous avez un nom de domaine, et vous allez essayer, exactement la même manière que vous allez essayer de craquer un mot de passe, c'est que vous avez une liste de mots, donc ça va être des services, ça va être mail, SMTP, vous allez accoler en fait à ce nom de domaine, et vous allez tester, voir s'il y a une résolution ou pas. A priori, on pourrait penser que c'est légal. Visiblement non, parce que ça tombe sous le coup de la loi des bases de données qui interdit l'énumération de data. Donc, enfin voilà, je le laisse pour l'instant. J'en ai rediscuté avec Eric Fressinet sur le sujet. Visiblement, c'est pas légal. On n'a pas le droit de brute forcer, enfin on n'a pas le droit de faire l'énumération DNS. À partir du moment où c'est public, je vois pas de malaise. Ouais, mais non, ça tombe. Si le mec il a été suffisamment pro pour le mettre en public, il n'y a pas d'intrusion. Ouais, mais non, ça tombe sous. C'est comme une base. Enfin, je sais pas, la discussion qu'on a eue, c'est que ça tombe sous la loi des bases de données. Et donc, on n'a pas le droit d'énumérer, visiblement d'énumérer un DNS. L'idée de base du droit des bases de données, c'est justement qu'une base de données n'est pas la somme des informations qu'elle a. C'est qu'elle a quelque chose en plus du fait de la sélection, de l'agrégation et tout ça. Donc chaque information individuelle est publique, le total ne l'est pas. Si vous regardez par exemple les messages du serveur WIS de la FNIC, il y a bien écrit que vous ne pouvez pas l'utiliser pour ce genre d'énumération. Pourtant c'est public. Chaque nom de domaine, vous pouvez faire une requête et avoir l'info. Maintenant si vous le faites systématiquement avec tous les noms, vous allez vous faire blacklister par la FNIC. De toute façon, vous violez les conditions d'utilisation, donc ça peut entraîner d'autres conséquences. Et ça s'appuie sur ce principe qui est que le tout n'est pas juste la somme des parties. Voilà, c'est ça. Et là, dans l'OSINT, c'est ça aussi qui est intéressant, et même quand on fait de la veille de manière générale, c'est que, parce qu'on m'avait posé la question justement, est-ce qu'on doit protéger ou pas une base de veille? Et la réponse que j'avais donnée, c'est l'information de manière unitaire n'est pas très intéressante, mais l'information croisée et enrichie, elle peut devenir confidentielle en fait. Même si toutes les informations que vous avez récupérées, elles sont du domaine public. Donc voilà, on surfe là-dessus. Pour l'instant, je le laisse. À terme, je pense que je vais l'enlever parce que c'est pas... voilà. Parce que l'idée de l'OSINT, c'est vraiment de travailler de manière purement légale sur les sources ouvertes. Bon, le reverse DNS, quand il est correctement configuré, ça donne des infos intéressantes. Après, il va y avoir tout ce qui est agrégateur, ce que j'ai appelé les agrégateurs, donc Robtex, qui est un site qui va vous donner énormément d'informations quand vous faites des recherches. Mais là, vraiment technique, c'est-à-dire où il va vous répertorier les services qui tournent par rapport à un nom de domaine, les différents... comment les serveurs causent entre eux, ils font des... je pense qu'ils ont utilisé Alpanglo pour ça, ils
il y a des beaux graphes pour expliquer, il y a tel IP qui cause avec tel IP et quel AS communique avec tel AS au niveau BGP. Donc vous avez pas mal d'infos, et notamment au niveau BGP, vous donnez une IP, ça va vous donner l'AS associée. Donc ça peut être intéressant, suivant ce que vous êtes en train de regarder. Pour ça, il y a un service qui est mieux, lequel je n'ai pas parlé, qui est une équipe qui s'appelle Team Simru, qui ont un service qui s'appelle ISPN to ASN, en fait, où vous pouvez, de manière objective, c'est-à-dire vous donner un AS, il va vous donner toutes les IP qui sont sur qu'il a vu sur cette AS, et inversement, vous donnez une IP, ça va vous donner un AS. À quoi ça peut servir? Je ne sais pas si vous avez déjà eu au niveau du safe browsing Google des alertes quand vous essayez d'aller sur des sites qui sont malveillants. En gros, il vous dit, voilà, sur tel AS, j'ai vu tel type de trafic, et sur tel nom de domaine, j'ai vu ça. Alors, en termes d'attaquants, c'est pas forcément intéressant. En termes de défenseurs, ça peut l'être, notamment si vous hébergez votre site web et que vous vous rendez compte que vous n'avez jamais de trafic. Mais en fait, vous êtes sur une AS qui balance, entre guillemets, une AS pourrie. Donc, en gros, tous vos voisins aux alentours distribuent du malware, sauf que vous n'êtes pas au courant, quoi. Donc, c'est autre utilité à OSINT, c'est savoir un peu au niveau de votre périmètre qui c'est que vous avez autour de vous. Et ça peut avoir, suivant les cas, des conséquences qui peuvent être financières, puisque typiquement, si vous utilisez, il y a des sites qui sont comme ça devenus inaccessibles. Autre information intéressante, c'est tout ce qu'on va trouver dans les certificats SSL. Pourquoi? Par exemple, si vous configurez correctement votre serveur Apache, normalement, si vous essayez d'arriver, sauf si vous souhaitez cette fonctionnalité, mais normalement, sur un serveur Apache, vous le faites communiquer sur un VES défini et rarement sur l'IP. Sauf si, effectivement, un peu comme le RIP pour les histoires de transfert DNS, vous le voulez. Par contre, donc, si vous essayez d'arriver sur votre service web en utilisant l'IP, vous allez vous faire rejeter. Vous savez qu'il y a un service web qui tourne, mais vous n'avez pas de bannière à part juste un code 403, si je ne raconte pas de bêtises. Par contre, vous faites la même chose avec l'IP et le certificat SSL, en HTTPS. Vu qu'avant de communiquer en HTTP, il va monter la session SSL, il va vous envoyer le certificat du serveur. Et dans le certificat du serveur, là, vous allez avoir des informations. Notamment, parce que les gens configurent souvent leur système SSL comme ça, tous les noms de domaine associés tous les noms de domaine auxquels le certificat va répondre de manière valide quand vous allez passer en HTTPS. Alors il y a deux champs qui sont intéressants. Il y a les username DNS, parce que souvent là-dedans il y a une liste à la Prévert avec tous les noms des vhosts sur lesquels vous pouvez aller. Et souvent, et autre information des fois qui peut être intéressante, c'est que vous avez un wildcard sur un nom de domaine complet, c'est-à-dire vous avez un étoile.toto.com. Ça souvent c'est pour des problèmes, soit des problèmes techniques qui n'ont pas été résolus, soit des problèmes financiers parce que on a un certificat qui va marcher sur l'ensemble de la zone toto.com. Mais souvent, en plus du wildcard, dans les username DNS, ils rajoutent tous les services qui sont impactés par le certificat SSL. Donc là-dedans, on récupère pas mal d'infos, des mails, des noms de propriétaires. On peut aussi, si jamais la société a sa propre PKI, ça peut être son propre certificat. Donc ça peut donner des informations sur de l'autre côté, comment ça se passe. Les applications web, en gros, c'est l'analyse statique du code source qui vous renvoie les pages HTML. Il y a beaucoup d'informations dedans, notamment dans les métadatas ou des fois dans les commentaires aussi. J'ai vu des choses assez rigolos dans les commentaires. Parce que à la différence d'un code compilé, ou
où il vire les commentaires à la précompile, le HTML, lui, il garde les commentaires, il plonge tout. Donc il y a des infos sur les commentaires qui peuvent être intéressantes. Le spidering, donc là, le spidering, l'idée c'est de voir les liens qu'il y a sur une page et de crawler de bout en bout pour essayer de trouver d'autres liens avec d'autres noms de domaines. Parce que souvent une société A, pour des raisons soit parce que soit ils ont décidé de tout centraliser ou non, ils vont faire appel à d'autres ressources avec des liens, des href avec HTTP, et toute l'URL. Donc comme ça on peut récupérer l'info. Et de l'extraction d'infos de manière complète. Type, qu'est-ce que j'ai trouvé dans les métadatas? J'ai trouvé des numéros de téléphone, j'ai trouvé il y a des commentaires aussi, des fois, sur, par exemple, le site de Total en Birmanie. Quand vous allez sur le site de Total en Birmanie, vous prenez les métadonnées, ça parle absolument pas de pétrole. Les métadonnées, c'est juste la junte, la dictature. Et en fait, quand vous tapez junte ou dictature dans Google, comme ça, vous avez le site de Total Birmanie qui remonte en premier. C'est une des techniques qu'utilise. Donc ça peut être en tant que si vous faites ce qu'on appelle de l'attaque informationnelle, ça peut être intéressant. Donc comment on va utiliser ces différentes sources ouvertes sur Google et sur Bing, Yahoo et Shodan? On va utiliser ce qu'on appelle des dorks. Donc je pense que vous connaissez le nom. En gros, Google a une grammaire de recherche spécifique pour vraiment cibler la manière dont vous allez requêter les différents moteurs de recherche. L'idée c'est d'automatiser un peu ces dorks et de pouvoir récupérer une information. J'ai assisté à une conf à la DEF CON cette année en fait, où les gars sont capables, en utilisant des dorks Google, de détecter des buffer overflow dans du code source qui est disponible sur Internet. Donc on peut aller vachement loin, enfin si on sait bien utiliser les mécanismes de Google, on peut aller vachement loin, quoi. Donc cette société, je crois que c'est Sarah New, le nom de la boîte. La presse est dispo, vous pouvez, les gars qui sont sur le site de la DEF CON, vous pouvez récupérer leur presse. Et c'est assez intéressant, ils ont développé vraiment tout un logiciel où vous pouvez utiliser une somme pas possible de dorks, et dont notamment ces fameuses recherches de for overflow sur du code source ouvert. C'était assez sympa. Il y a d'autres logiciels, j'en parle après, qui utilisent ça notamment pour récupérer des PDF, des blocs SQL. En gros, via Google, vous pouvez trouver tout et n'importe quoi si vous savez utiliser proprement le système de dorks. Une fonctionnalité qui n'est pas forcément connue du moteur Bing, nous on s'en sert pas mal, c'est la dorks IP, et l'adresse en IPv4. Alors j'ai testé en IPv6, ça marche pas. Et en IPv4 ça marche pas mal. En gros ça va faire quoi? Ça va vous remonter tous les vhosts qui ont été scannés par Bing sur cette IP. Donc, on sous-entend évidemment dans la démarche que ce que vous cherchez a été plus ou moins scanné par Bing. Sachant que ce que j'expliquais au début, si par exemple vous êtes une société X ou Y, vous voulez avoir énormément de visibilité sur Internet, donc il y a de grandes chances que vous tombiez là-dedans. Pareil sur les gens qui donnent énormément d'informations sur eux, on tombe exactement dans la même logique. Il y a une société, donc je parlais de Shodan. Shodan, eux, ils nous ont un peu mâché le travail. C'est en gros, ils ont une dorks qui est non documentée, qui a été présentée à l'AQLU cette année, qui en fait vous utilisez la dorks.org, qui est pour organisation. Et en gros, tous les équipements qu'ils ont scannés et auxquels ils ont réussi à l'appliquer à une organisation va avoir ce tag-là.
Donc l'intérêt c'est que au lieu d'énumérer tout, vous faites org.masociété.com et paf, vous avez tous les équipements qui sont scannés, auxquels ils ont réussi à accrocher cette étiquette. Donc comme je l'expliquais tout à l'heure sur Facebook, l'idée, il y a une technique qui est assez intéressante sur Facebook. Je l'avais utilisée quand je suivais un botnet type EnergyBot. Pour information, EnergyBot c'est un botnet qui visait les banques au Brésil. Donc il avait la particularité, ce malware, c'est de changer votre ETC host pour que les adresses des banques sur lesquelles vous avez l'habitude de vous connecter vous redirigent sur un site contrôlé par les attaquants. Et en gros, au lieu que ce soit ton DNS qui te donne l'IP de la bécane, comme tu as en dur dans ton host le nom de la banque, enfin le site de la banque avec l'IP, ça va te renvoyer sur. Et vu que c'était des IP qui étaient maîtrisés par l'attaquant, ça va te renvoyer directement chez l'attaquant. Ça marche pas mal ça. Et donc après, il maintenait la connectique, la connexion via un serveur IRC, donc un canal de contrôle IRC assez simple. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis en écoute sur ce canal IRC et je loguais toutes les infos qui passaient. Et un jour, il y a le botmaster qui a envoyé une commande qui était point d'exclamation passe, et ça a sorti tous les mots de passe de tous les comptes que les différents malwares avaient récupérés. Donc j'ai 200 mecs de log comme ça où j'ai des mails, j'ai des adresses de mails avec des comptes valides. Et donc pour les tester et voir s'ils étaient fonctionnels, c'est au lieu d'aller sur le compte du mec et de tester son compte, voir si ça fonctionne, vous le tapez dans Facebook, et si c'est une de ces adresses avec laquelle il s'est inscrit, ça vous ressort le profil. Donc, comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller sur le compte du gars. Vous utilisez directement vous prenez son adresse mail, vous la collez dans le champ de recherche Facebook et ça vous. Et donc suite à ça, ce qu'on a fait, on était deux à suivre ce truc-là. On a essayé de récupérer donc tous les mails qui étaient valides et on a fait un joli courrier aux différentes personnes en leur expliquant qu'elles avaient été compromises et ça serait bien qu'elles changent leur mot de passe. Enfin déjà qu'elles nettoient leur bécane et après qu'elles changent leur mot de passe. Mais bizarrement, on n'a jamais eu de réponse. Mais voilà, donc on peut vérifier des informations comme ça via Facebook qui peuvent être assez intéressantes, soit quand vous êtes, notamment dans ce qu'on a essayé de faire. Twitter, qui est une mine d'informations. En plus, eux, ils ont un système qui est assez sympa. C'est que sur une recherche, alors ça va changer parce que l'API va pas tarder à changer, mais avant, quand vous enregistriez une recherche spécifique dans Twitter, vous pouviez transformer cette recherche Twitter en flux RSS. Donc l'avantage, c'est qu'au lieu d'aller crawler Twitter ou d'utiliser l'API Twitter toutes les minutes ou toutes les 2 minutes, vous prenez un feed reader que vous codez dans le langage que vous voulez et vous suivez comme ça les différentes évolutions de votre recherche. Alors ça peut avoir un intérêt, notamment dans le cadre, par exemple, moi j'essaye en ce moment de suivre un groupe de quart d'heure russes qui ont un compte Twitter. Typiquement, j'ai créé j'ai fait ma petite sœur, j'ai créé un faux compte Twitter qui n'est pas lié au mien, premièrement, et deuxièmement, donc j'ai fait une recherche sur leur truc et je suis comme ça les différentes infos qu'ils font. Donc voilà, on peut faire des choses assez intéressantes avec Twitter. Pareil sur les comptes, sur tout ce qui est info de géolocalisation. Alors, ces informations-là, ça va plus intéresser les forces de l'ordre quand ils suivent des gens. Notamment, ça les a beaucoup intéressés sur un site qui a été fermé il n'y a pas longtemps, qui était Mesamus,
qui était en fait un site qui était à la fois un site de carding et de contrefaçon. C'est-à-dire qu'ils avaient des... Comment on appelle ça ? Ils proposaient des toolkits complets de framework web pour installer votre shop sur Internet avec tout ce qui allait bien en contrefaçon. Et derrière, les fournisseurs étaient... la chaîne de distribution de la contrefaçon était toujours la même. Donc vous payez, en fait, en gros, ce que vous faites, c'est que vous payez une sorte d'abonnement à ce toolkit et derrière, vous pouvez vendre tranquillement vos infos, vos produits de contrefaçon. Ce qui est évidemment en France interdit. Donc voilà, pareil, vous suivez Mesamus, et l'intérêt de suivre Mesamus, c'est que vous voyez des gens qui se rajoutaient au fur et à mesure, qui followaient le compte Twitter Mesamus, et en fait, quand on croisait un peu avec les nicks qu'il y avait dans le forum, ben, c'était les mêmes qui achetaient les kits de shop en ligne. Donc voilà. Et sans aucune, comme je le répétais depuis le début, il n'y a aucun, au niveau des lois sur l'intrusion et tout, tout est légal. Commun à tous, donc que ce soit les différents les réseaux sociaux, tout ce qui est moteur de recherche et tout, ça va être donc l'analyse des images, dans laquelle il y a énormément d'infos. Surtout que depuis pas longtemps, j'ai vu, c'est Samsung, je crois, ils ont sorti comment on appelle ça, un appareil connecté, un appareil au-dessus d'un Android. Dès que vous faites une photo, ça up la photo avec toutes les infos qu'il y a dedans par défaut. C'est sympa, il y a votre géolocalisation, enfin il y a tout en hexagif, il y a plein d'infos. Donc pareil, là, j'ai vu ça aussi sur les caméras maintenant, ils font ça aussi sur des caméras où dès que vous avez enregistré votre truc, ça le upload direct sur YouTube. Pareil, si vous faites pas gaffe que vous avez un compte Google+, toutes les images que vous prenez sur votre... et si vous l'avez activé par défaut, toutes les images que vous prenez sont directement uploadées sur Google+. Un truc, j'ai découvert ça aussi il n'y a pas longtemps. Donc au niveau de l'analyse d'image, on peut faire pas mal de choses. L'intérêt de ce qui va être les WIS et tout ce qui est agrégation, ça va concerner tout ce qui est ce que j'ai appelé la connaissance du milieu, c'est-à-dire en gros à partir d'un nom de domaine ou d'une IP, c'est d'essayer de comprendre un peu le mécanisme, enfin les gens qui vous entourent. Et j'avais fait l'exercice pour une autre conf sur un casino en ligne qui était hébergé en Israël. Et en fait, on se rendait compte que l'hébergeur, parce que pour revenir au besoin initial, c'était dans le cadre de l'ARGEL. L'ARGEL, qui est l'autorité de régulation des jeux en ligne, ils doivent s'assurer que typiquement les casinos en ligne ne sont pas accessibles de France. Donc pour ça, ils demandent aux hébergeurs de fermer l'accès des IP françaises qui arriveraient sur le site. Alors, si c'est un hébergeur qui est de bonne foi, ça pose pas de souci. Le problème, c'est comment savoir si l'hébergeur est de bonne foi ou pas. On s'en rend compte vite. C'est une info qu'on a vite quand on regarde un peu les autres types de sites qu'il héberge. Et en fait, on se rendait compte, suite à ce casino en ligne-là, l'hébergeur, qui avait un stage 24, il hébergeait des sites en ligne, des forums de carding, des systèmes de vente liée. En gros, c'est des systèmes de pyramide où vous avez un parrain, vous donnez un peu d'argent au parrain et comme ça vous pouvez distribuer, et comme ça vous avez toute une pyramide de vente liée. Il y avait des sites liés à l'usurpation d'identité aussi, où ils expliquaient comment usurper une identité sur Internet. Enfin bref, tout le contenu au niveau de la loi était un peu répréhensible.
Donc on se doute un peu du caractère de l'hébergeur. Donc c'est là où, quand on est à l'Argel et qu'on est enquêteur, on voit venir les problèmes pour arriver à faire fermer le casino en ligne. Autre info qui va être intéressante, c'est donc toutes les informations qu'on va appeler légales quand on est un hébergeur ou quand on est une société et qu'on enregistre un site. Il y a des gens qui donnent. Alors les infos sont. Après, il faut aller creuser parce que si on prend certains casinos en ligne qui se trouvent à Panama ou aux îles Caïmans, on sait à peu près que la société qui a permis de remplir les informations légales, c'est une société écran, donc il va falloir un peu creuser derrière. Mais ça peut donner, naïvement, ça peut donner certaines informations, et notamment, typiquement, mes amis, c'est comme ça qu'ils ont réussi à arrêter le site. C'est que c'était la copine du webmaster qui avait enregistré le nom de domaine. Et elle avait fait ça avec son adresse mail à elle. Donc après, bon, c'est assez facile de retrouver le gars en question qui était aux US. Et donc l'idée, avec ces agrégateurs et toutes ces informations-là, c'est de faire une cartographie réseau. Mais réseau pas au sens technique du terme, mais au sens data mining, c'est-à-dire